avoir eu de l'importance. Les coiffures de ce type étaient réservées aux personnes de haut rang à l'époque inca. Les anthropologues physiques étudient les os et les dents à la recherche d'autres indices. C'est un enfant. Oui, on a la première molaire qui apparaît seulement ici. Il n'a pas plus de 6 ans selon moi. Les fouilles archéologiques permettent de reconstituer le passé par bribes, comme un puzzle. Nous devons rassembler 1 million de pièces. Avec chaque os, chaque momie que nous découvrons, c'est un être humain qui revient à la vie. Cet enfant était d'une famille fortunée. Quel genre de vie était la sienne, assujettie aux Incas, ici, aux confins de l'Empire? Et pourquoi a-t-elle été si courte? Nous n'aurons peut-être jamais la réponse, mais sur les pics de la cordillère des Andes, Johann Reinhardt, archéologue, a découvert quelques tragiques réponses concernant d'autres enfants de l'Empire. J'ai passé plus de 20 ans à escalader les Andes. J'ai eu pas mal de chance, j'ai pu trouver quelques éléments incroyables là-haut. Le fait que les Incas soient parvenus à de telles altitudes me surprendra toujours, parce que les conditions sont vraiment difficiles. Vous imaginez ce que cela devait être il y a 500 ans de tenter ce genre de choses? Ces hommes étaient vraiment à part. Il s'agissait forcément de grimpeurs, ils devaient savoir comment faire. C'est ici, parmi ces sommets aux altitudes impressionnantes, que les Incas célèbrent leurs principaux rituels. Ils ne se contentaient pas de briser les barrières physiques, ils brisaient également les barrières psychologiques, ce qui est essentiel. Ils pénétraient dans le royaume des dieux. Ils vénéraient toutes sortes de dieux. Il y avait ceux du soleil, de la lune, des étoiles. Mais les montagnes en particulier jouaient un rôle capital, car elles sont censées contrôler les conditions météorologiques. C'est la raison pour laquelle les Incas réservent aux montagnes des offrandes aussi importantes. En 1999, accompagné d'une équipe d'archéologues péruviens et argentins, je me suis rendu au mont Yuyaco, à 6723 mètres d'altitude, un sommet situé à la frontière entre le Chili et l'Argentine. C'est le site archéologique le plus élevé du monde. Nous y avons découvert 3 momies incroyablement bien préservées. Il s'agit de 3 enfants qui ont servi d'offrande aux dieux Incas. Malheureusement, l'une d'entre elles avait été frappée par la foudre, mais elle était intacte. J'ai toujours rêvé de me retrouver face à un Inca. Mais je n'aurais jamais cru voir un jour le visage d'un enfant Inca. Quand j'ai retiré le linge, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Tout à coup, je me trouvais là devant cette jeune fille, à me demander ce qu'elle avait pu ressentir quand on l'avait offerte au Dieu en sacrifice. J'imagine qu'elle a dû à la fois être extrêmement courageuse et avoir un grand sens des responsabilités. Cinq siècles plus tard, cet enfant sacrifié nous fait partager son histoire. L'analyse de l'ADN a révélé que 2 de ces momies avaient certainement un lien de parenté. Une famille a peut-être sacrifié 2 de ses enfants pour apaiser les dieux de la montagne. Les momies sont d'authentiques capsules témoins, parce qu'elles nous font remonter le temps mieux que quoi que ce soit d'autre. Elles transmettent le genre d'informations que seul le corps humain détient.
Les momies sont sûrement l'héritage le plus précieux que les Incas nous ont laissé. Selon leur origine au sein de l'Empire, elles constituent différentes pièces du puzzle. À Tupac Amaru, l'équipe de Guillermo a creusé suffisamment profondément pour maintenant trouver des momies parfaitement intactes, préservées par les sables complètement desséchés de la côte désertique du Pérou. Ces momies sont uniques. Elles sont énormes, entourées de mètres et de mètres de coton. Chaque balle de coton peut contenir jusqu'à 7 corps. Elles fourmillent d'informations sur le passé, un rêve d'archéologue. Ça va peser très lourd, au moins 80 kilos. Ils pensent qu'il y a une famille au complet à l'intérieur. 3, 4, 5 personnes. Certaines des momies de Tupac Amaru sont uniques pour une autre raison. Elles sont dotées de fausses têtes, falsas cabezas. Il s'agit d'un paquet de coton qui représente la tête d'un individu. C'est extrêmement rare. Avant nos fouilles, il en existait seulement une, et certains doutaient de l'origine inca de ces pièces. Nous sommes tous très impatients de voir ce qu'elle contient, mais il va falloir attendre. Nous devons le faire au labo. Au fil des semaines, les momies arrivent toujours plus nombreuses au laboratoire. Mais il faudra patienter des mois avant de les ouvrir. Il ne reste plus que 5 semaines à l'équipe. Chaque jour, la pression de la ville en pleine expansion fait des ravages. Il y a 1140 familles qui vivent à Tupac Amaru, soit entre 14 et 15 000 personnes. Ils n'ont ni l'eau courante, ni égout, ni canalisation. Comme vous pouvez le constater, l'eau s'infiltre dans le sol. Chaque jour, des momies sont détruites. C'est pourquoi cette opération de sauvetage est si importante. L'équipe se démène pour exhumer les momies et les mettre en lieu sûr. Mais elles ne sont pas les seules menacées. Les offrandes enterrées à côté constituent également une source d'information. Plus les fouilles sont profondes, plus des balles de coton apparaissent, et avec eux plus d'indices. Un pot en céramique peut permettre de dater un cimetière. Ce pot est plus précieux que de l'or. L'aribal est la céramique classique des Incas. Cela vient confirmer que les individus enterrés ici l'ont bien été durant l'Empire Inca. À en juger par leur fortune, il semble que ces sujets étaient satisfaits de l'Empire. Mais le règne des Incas sera de courte durée. L'Empire Inca n'a duré qu'une centaine d'années, c'est incroyable. C'est un règne très court. Pendant presque un siècle, la vie est belle pour les Incas. Jusqu'au jour où l'éclat de leur royaume modèle attire la convoitise d'étrangers venus du bout du monde. En 1530, les messagers de l'Inca transmettent les nouvelles de la frontière. Une mystérieuse maladie se répand au nord de l'Empire. La variole fait des milliers de victimes, dont le dirigeant Inca. La guerre civile oppose les deux fils du roi. L'un des deux, Atahualpa, est déterminé à s'emparer du trône. Il est loin d'imaginer pour quel héritage il se bat. Un petit groupe d'Espagnols est arrivé par bateau. Ils progressent sur les routes Incas. Les Espagnols ont introduit les maladies au Mexique. Elles se sont répandues dans toute l'Amérique du Sud, préparant la chute de l'Empire Inca
et facilitant sa conquête par une simple poignée d'Espagnols. Motivé par la soif de l'or, sous les ordres d'un soldat illettré du nom de Francisco Pizarro, une armée désordonnée de moins de 200 cavaliers et fantassins se dirige droit au cœur de l'Empire. Ces étrangers sont attendus. Atahualpa sort triomphant de sa bataille pour le trône et, omnubilé par la victoire, il laisse le passage aux envahisseurs. On lui a assuré qu'il ne constitue pas une menace. Montée sur d'étranges créatures à quatre pattes, la troupe hétéroclite d'Espagnols arrive. On leur permet d'emprunter la grande route sans contrôle. Un son inconnu résonne à travers les cols des montagnes. Les Incas avaient-ils imaginé que cette vision d'un autre monde allait bientôt marquer la fin de leur existence ? Les Espagnols étaient bien différents. Avant eux, les Incas n'avaient eu aucun contact avec la civilisation européenne. Donc tout, depuis les épées en acier jusqu'aux chevaux, entre autres, tout était absolument nouveau pour les populations andines. Bien qu'inférieurs en nombre, les conquistadors ont le dessus. Les Incas sous-estiment la sauvagerie de leurs ennemis. Les Espagnols organisent une rencontre avec Atahualpa. C'est une embuscade. En quelques heures à peine, ils parviennent à tuer des milliers d'Incas, sans déplorer une seule perte dans leur camp. La victoire est écrasante. Le soleil est en train de se coucher sur l'Empire. Une flamme seulement continuera à vaciller. Après la conquête, un petit groupe d'Incas s'enfuit en direction d'une région reculée des Andes, Vilcabamba, où ils parviennent à rester cachés pendant presque 40 ans. Quasiment 5 siècles plus tard, une expédition se dirige vers ce dernier refuge des Incas. L'équipe internationale, soutenue par le National Geographic, est dirigée par l'explorateur Peter Frost. Il y a 2 ans, nous avons repéré un site supposé être un cimetière inca et une plateforme longeant une crête. Cet endroit se trouve au cœur de Vilcabamba, où les derniers Incas ont trouvé refuge après la conquête espagnole. On est un peu nerveux et très impatient aussi. Si nous faisons une découverte ici, elle aura une grande importance historique. Depuis mon premier séjour au Pérou, il y a 30 ans, je suis fasciné par les Incas, par leur histoire et ce qu'ils ont réussi dans les Andes. Il faut préserver et étudier ça. Peter et son équipe ont devant eux 4 pénibles jours de marche. Un hélicoptère transporte le reste de l'équipe jusqu'au site de Vilcabamba. Il survole ces sommets andins autrefois vénérés par les Incas. La cité antique de Choquequirao est juste en dessous, une énorme ruine inca que l'on commence seulement à fouiller aujourd'hui. Un groupe d'archéologues péruviens, parmi lesquels le docteur Alfredo Valencia et l'archéo-géophysicienne Meg Waters, rejoignent l'expédition partie à pied une semaine plus tôt. Ils sont chargés d'un système radar souterrain et des fournitures les plus urgentes. Les archéologues doivent couvrir un terrain énorme. Peter a hâte de commencer. La partie occidentale de ce massif, le Cerro Victoria, n'a jamais été fouillée par des archéologues ou des explorateurs, pour autant que l'on sache. C'est aussi ce qui explique